Voilà, donc là, on est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, tu vas garder ton truc comme ça. Moi, je vais couper les micros de tout le monde. Donc je vais couper les micros de tout le monde et puis prendre 5 minutes pour prendre un café avant que ça commence. Et puis voilà, ok? Tac. Il y a déjà des gens. Bonjour à tous.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Gaël Caron. Je suis vu dans le webinaire comme Philippe Baron, mais Philippe Baron, pour l'instant, ne peut pas assister au webinaire parce qu'il est retenu avec un client. Donc, je suis connecté en tant que lui pour être organisateur de ce webinaire, mais je suis Gaël Caron. Et je suis accompagné aujourd'hui de Stéphanie Miel et de Guillaume Tripier pour ce webinaire que nous allons faire démarrer d'ici quelques minutes en attendant que l'ensemble des participants puissent se connecter. J'espère que vous m'entendez bien et que vous voyez aussi l'écran qui vous est partagé. Et voilà, s'il y a le moindre problème, merci de nous le signaler dans le chatter. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi les poser dans le chatter ou l'endroit pour poser des questions ou lever la main et on pourra aussi vous donner la parole si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie encore et puis un petit peu de patience, on démarre bientôt. Bonjour à tous, merci à ceux qui nous ont rejoints. Je suis Gaël Caron. Donc, je répète ce que je disais il y a quelques minutes pour les participants qui viennent d'arriver. Donc, Gaël Caron, je suis identifié en tant que Philippe Baron. Philippe, aujourd'hui, ne pourra pas participer au moins au début de ce webinaire parce qu'il est retenu avec un client. Donc, ce webinaire vous sera présenté par moi-même, Stéphanie Miel et Guillaume Tripier. Je vous remercie, de nous avoir rejoints et nous allons attendre encore peut-être 2 minutes ou 3 minutes, le temps que l'ensemble des participants puissent confortablement arriver et nous allons commencer ensuite. Si vous avez des questions à poser, vous avez la possibilité de les poser dans le chatter qui est associé à l'outil GoToWebinar. On essaiera de répondre au maximum à vos questions au cours de ce webinaire. Et si vous avez vous avez envie de prendre la parole et de partager quelque chose avec l'ensemble des participants, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole avec plaisir. Merci encore d'être là. Nous commençons dans quelques minutes.
Bien, il est donc 10h02, donc on va considérer que l'ensemble des participants a pu arriver et s'installer confortablement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc je suis Gaël Caron et je vais animer ce webinaire aujourd'hui en compagnie de Stéphanie Miel et de Guillaume Tripier. Donc Stéphanie Miel est notre experte pour ce sujet côté qualité et validation. Guillaume Tripier est un étudiant alternant sur les sujets de développement et je suis moi-même ingénieur et, et encadrant des équipes techniques sur les sujets agiles et validation agile au sein d'ADN. Donc je vous prie d'excuser l'absence de Philippe Baron qui a été retenu avec un client et donc je me substitue à lui aujourd'hui en espérant faire le meilleur et vous apporter le plus d'informations possible et de la façon la plus claire possible. J'espère que vous voyez tous l'écran, que vous nous entendez correctement. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser dans le chatter. Si vous avez le besoin de vous exprimer et de partager avec l'ensemble des participants, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole avec plaisir. Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc, ce webinaire, il fait suite au webinaire précédent. Le webinaire précédent que nous avions partagé avec certains d'entre vous qui étaient déjà présents, qui était comment intégrer un QMS au sein d'un outil agile comme Jira. Donc on a vu que on était capable de définir des champs, des process, des workflows, des zones de signature, etc., qui pouvaient nous amener à penser que pour certaines sociétés ou pour certains projets, le déploiement d'un système pour la gestion, par exemple, des réclamations clients ou pour la gestion des CAPA dans un outil agile de type Jira était faisable et relativement simple à mettre en place, bien qu'il faille faire un petit peu de paramétrage. Donc aujourd'hui, nous allons passer à la suite. L'idée ici, c'est de présenter une approche que nous avons mise en place au cours de plusieurs projets au sein d'ADN pour assurer la validation d'un système logiciel et la génération de sa documentation qualité avec une population agile ou disons en tout cas avec un ensemble de personnes qui travaillent avec des méthodologies agiles. Donc, tout d'abord, je tiens à faire un petit disclaimer, on va dire, c'est que chez ADN, nous ne sommes pas des experts de la méthodologie agile. En revanche, au cours de nos nombreuses interventions et au cours de nos développements en interne, nous avons eu affaire et nous avons expérimenté nous-mêmes l'utilisation de ces méthodes. Et en tant ADN ayant une expertise forte sur les problématiques GXP, qualité et validation, nous avons cherché à appliquer une méthode pragmatique pour implémenter ces process un petit peu plus spécifiques qu'on ne retrouve pas forcément dans toutes les industries au sein à la fois du développement d'un logiciel destiné à la pharma et aussi à nos activités de validation et de qualification d'outils du marché, d'outils que nous n'avons pas développés pour un client. Voilà, donc c'est le retour d'expérience. Le retour d'expérience qui va vous être fait aujourd'hui se base sur ces deux activités principalement. Est-ce que Stéphanie, tu veux bien passer au premier slide? Donc, le planning ici, nous allons commencer en vous présentant de façon assez rapide, sans aller trop dans le détail, ce qu'on entend ou ce qui est entendu en général par les méthodes agiles. Ensuite, on viendra
on viendra rapidement montrer comment, de façon pragmatique, réelle, nous avons choisi d'intégrer ce type de process dans Jira. Donc Jira, qui est un outil de ticket, qui est un petit peu l'emblème de l'outil agile en ce moment. Et ensuite, on passera sur une partie un peu plus de gestion de projet. Il y aura aussi une présentation d'un équivalent dans Azure DevOps vers la fin de ce webinaire. Voilà. Donc ici, voilà, sans trop rentrer dans des approches un peu trop complexes, un peu trop philosophiques des méthodologies agiles, qu'est-ce qu'on peut en retenir de ces méthodologies? Le premier élément, c'est en agile, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire des cycles de développement ou des cycles même des cycles, qu'on pourrait dire, de qualification qui sont le plus courts possible. Le but étant de faire des cycles rapides pour se rapprocher le plus rapidement du besoin de notre client, pour aussi collecter le plus rapidement ses retours et pour pouvoir ainsi intégrer à la fois des nouvelles fonctionnalités, des corrections de bugs, etc., le plus facilement. Donc, le principe de l'agile, c'est qu'il va y avoir une sorte de cadence dans le cycle de notre cycle en V. En fait, on va un petit peu faire un ensemble de mini-cycles en V pour s'assurer qu'on va pouvoir livrer à chaque fois le plus rapidement et qu'on va pouvoir collecter au maximum les besoins du client. Donc, historiquement, l'agile vient en fait du développement web ou le développement d'applications mobiles qui a cherché à toujours, au lieu de planifier tout en avance le développement d'un produit, faire le produit tout complet et à la fin, après un cycle de développement relativement long, proposer le produit. L'idée a été de dire, on peut faire un premier produit du type minimum viable product qu'on va directement proposer au client, sachant qu'il répond à un ensemble de spécifications limitées, mais qu'on va pouvoir leur mettre en main pour récupérer le plus rapidement possible les besoins nouveaux, les retours, les bugs, etc. et les corriger. Donc l'idée, c'est voilà, d'avoir une séquence comme ça plutôt qu'une grosse planification en amont. Et finalement, ça va un petit peu changer la façon dont vont travailler les équipes et on va le voir ensemble. Donc la validation agile, finalement, si on regarde, tu peux revenir s'il te plaît sur merci. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va vouloir faire sur une livraison plus rapide, on l'a dit, avoir une forme de flexibilité, ça c'est ce qu'on recherche évidemment. Donc nous, côté qualité, côté validation, on va chercher notamment à s'assurer que l'ensemble des activités, elles respectent toujours nos process qualité, nos GXP, et donc et aussi que la génération de la documentation qui va être associée à l'ensemble de, excuse-moi, de ces activités va être optimisée pour éviter d'avoir la documentation à faire trop lourde à chaque petit cycle de développement, ce qui rendrait en fait la méthode agile complètement improductive si on l'applique à un contexte réglementé fort type GXP. Et donc, pour cela, il va falloir intégrer les équipes qualité au sein des outils et des process des équipes de développement. Donc en fait, c'est ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir comment est-ce que nous, on a intégré des actions, des équipes qualité au sein d'outils agiles pour le développement. Voilà, tu peux passer au slide suivant. Merci. Donc le cycle en V. Donc bon, ça, le cycle en V, on va pas en parler trop longtemps parce que je pense que tout le monde ici est familier de ce type d'approche. Cadrage, conception, production, test, livraison finale. Voilà, donc on a un cycle long, en tout cas qui englobe l'ensemble du produit qu'on cherche à faire au final, sachant que l'agile, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réduire ces cycles-là, même s'il va garder quelque chose qui va ressembler à un cadrage, une conception, une production, un test, mais il va plutôt faire une approche par composant, une approche par sprint, donc définir des plus petits sous-éléments d'un projet final et le garder. Donc pour nous, d'un point de vue de la validation, on va avoir quelque chose du genre plan de validation, écriture des spécifications, écriture des spécifications fonctionnelles avec une analyse de risque,
rédaction des tests, revue des tests, revue du code, et puis ensuite exécution de tests et rapport d'exécution, rapport de validation. Donc ce schéma-là, c'est le schéma classique. Et puis, ce qu'on va pouvoir se dire, c'est que finalement, si on passe dans de l'agile, on va pouvoir essayer de garder ce schéma-là, de l'automatiser un tout petit peu, en tout cas de l'intégrer au plus proche des activités au jour le jour des développeurs, et de pouvoir finalement produire exactement avec le même niveau de qualité le même type de documentation aussi, et, et s'intégrer du coup, et en fait produire au fur et à mesure de l'ensemble de nos sprints ou de l'ensemble de nos petites itérations agiles le même type de documentation. Voilà, tu veux bien passer sur le diapo suivant. Donc qu'est-ce qui va se passer en Agile? En Agile, il va se passer exactement ce qu'on a défini avant, c'est-à-dire qu'on on va avoir la même chose, cadrage, conception, production, test, mais on va découper ces petits cycles en V, hein, on retrouve quasiment exactement le même principe, en N sprint. Donc un sprint en général, c'est bon, le sprint en fait, ça va être une livraison partielle d'un outil qui fonctionne, ou qui après assemblage de plusieurs composants va fonctionner avec un nombre de, de de possibilités limitées, puis qui va s'accroître au fur et à mesure de nos sprints. Donc à chaque fois, à chaque fin de sprint, on s'attend à avoir une livraison. En revanche, le sprint en lui-même, ça va ressembler à un petit cycle en V. Donc voilà, donc il va y avoir un processus itératif, tout simplement. Ici, maintenant, si on en revient à essayer de comparer ce qui va se passer. Quand je suis sur mon cycle en V, donc j'ai toujours le plan de validation, définition des URS, définition des FS, rédaction des tests, exécution et rapport de validation. Ce que je vais pouvoir essayer de faire, c'est en fait descendre à un niveau de granularité plus fin. Au lieu de me dire que par exemple, je vais devoir, pour ma première étape, rédiger un document qui va contenir l'ensemble de mes URS, et puis ensuite de mes FS associés, par exemple, puis associer l'analyse de risque. Ce que je vais chercher à faire, c'est à descendre au niveau des tickets, donc au niveau, par exemple, d'une spécification simple, et implémenter à ce ticket ses propres workflows, ou son propre cycle de vie, qui va en fait me permettre de fabriquer au fur et à mesure la même chose. Donc au début, je vais avoir par exemple un ticket ici de type story qui va être une URS, que je vais pouvoir lui-même décliner en sous-tâches. FS signifie Functional Specification, spécification fonctionnelle. C'est une question dans le chatter. Donc je vais pouvoir découper ça en sous-tâches. Et cette sous-tâche elle-même, qui va devenir un ticket dans mon Jira, va aussi avoir son propre chemin, son propre workflow. Donc il va pouvoir passer par plusieurs étapes, à la fois des étapes de conception, par exemple à faire, en traitement, ou par exemple en train d'être codé, terminé par le code, puis par exemple approuvé par un process par une personne qualité, etc., etc. L'idée ici de ce schéma, c'est de vous montrer qu'en fait, au lieu de se baser sur une approche documentaire qui va chercher à englober tout de suite tous les éléments dont j'ai besoin pour fabriquer mes documents qualité et ma validation, je peux en fait faire exactement la même chose, suivre exactement les mêmes process, mais les appliquer à un élément de granularité beaucoup plus fin, qu'on va appeler un ticket, et qui lui va suivre exactement le même type de process. Et donc en fait, finalement, avoir nos petits cycles en V associés à chaque ticket, et donc du coup avoir quelque chose qui soit continu dans ma conception et mon développement et ma validation. Voilà. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît?
Voilà. Donc finalement, avec ce type d'approche-là, que va devenir ma documentation? Ben, ma documentation en agile, elle va être simplement construite en venant agréger un ensemble d'informations que j'ai collectées au sein des différents cycles de vie de mes tickets. Donc moi, là, ici, j'ai par exemple un ticket vert ici qui est un ticket story, un ticket bleu qui est un ticket sous-tâche, donc un ticket plutôt spécification fonctionnelle, et puis un ticket test, pardon. Et bien ceux-là, ils ont un certain nombre d'informations qui vont par, par par mes développeurs, puis par mes agents qualité. Et ainsi, finalement, en venant collecter l'ensemble des informations qui ont, qui ont été fournies au sein du cycle de vie de ces tickets, je vais pouvoir générer ma documentation de façon très élégante, semi-automatisée ou quasiment automatisée si je pousse un peu l'intégration. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va voir par la suite et c'est les principes qu'on va essayer de démontrer. Voilà. On revient ici, donc un développement, le cycle de vie de développement d'un logiciel. Vous connaissez, planning, analyse. Donc là, on est dans une phase d'initialisation du projet. Ensuite, la phase de conception, la phase de développement, d'écriture du code, l'implémentation, donc l'agrégation d'un certain nombre de codes pour assurer une fonction. Ensuite, je vais commencer à faire mes tests unitaires, puis mes tests d'intégration. Et puis je vais passer à une étape de livraison. Cette étape de livraison, mon utilisateur final va me faire des retours dessus et va ainsi pouvoir me donner des informations, à la fois moi pour faire de l'amélioration continue et pour assurer la maintenance de mon logiciel. Donc là, vraiment sur un cycle classique, ça marche très bien sur un cycle en V global, ça marche aussi très bien sur du agile. Donc dans notre phase d'initialisation du projet ici, quelle va être l'idée? L'idée, ça va être de dire, et je pense en fait que c'est une des informations les plus importantes, en tout cas, c'est ce dont on s'est rendu compte au cours de nos propres explorations hein, de la méthode agile pour le GXP, c'est que d'abord et avant tout, il faut s'attaquer à une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire les développeurs. Ok, on sait que les développeurs, ce sont les personnes qui ont qui ont l'habitude de travailler avec des outils agiles, travailler par ticket, etc. Très bien, mais il faut qu'ils soient associés. En tout cas, l'équipe, elle doit aussi associer les gens du métier, donc les gens qui sont plutôt des experts ou qui peuvent apporter une vision métier sur le développement. Ça, c'est très important, notamment pour toute la phase de test. Insérer aussi tout de suite et dès le début de la phase d'initialisation du projet, la qualité. Parce qu'en fait, la qualité, elle va aussi avoir des étapes clés pour s'assurer d'abord que ce que vont faire les développeurs va bien se passer et que ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont produit est de bonne qualité, est testable, etc., etc. Donc tout de suite, la qualité a quelque chose à dire. Par exemple aussi, venir borner les cycles de vie des tickets, par exemple en imposant des phases de relecture, des phases de signature, des phases de validation, etc., etc. Ça, c'est très important. Donc, l'idée agile de base, c'est se dire, on essaye de pas trop baser sur des processus complexes, mais de se baser sur des équipes, sur des individualités, mais qui travaillent ensemble toutes sur le même projet en même temps. Là, on aura probablement un gain de productivité, ça va aller probablement beaucoup plus vite et surtout un gain de qualité et évidemment, à partir du moment où on a une intégration forte entre la conception et la qualité générale de mon produit,
va s'améliorer et c'est le but évidemment. Et bon, évidemment, réduire la quantité de documents et accélérer la communication entre les différentes équipes du projet. Bon, ça, c'est ce qu'on cherche à faire un peu de façon générale. Tu peux passer au suivant, merci. Dans la phase de développement, donc ce qu'on a vu, c'est qu'en agile, on va partir sur une approche par composant ou par version. Donc, ce qu'on va dire, c'est que chaque phase de livraison, chaque sprint, donc un sprint, c'est un cycle, on va dire, c'est un temps de développement. En général, ça dure entre 2 semaines et 4 semaines. Donc, pendant 4 semaines, 3 semaines, les développeurs, ils vont faire quelque chose, ils vont coder très bien, mais ils vont aussi devoir définir tout de suite comment ils vont tester leur produit tout de suite pour qu'on puisse compléter pendant le temps qui est imparti pour le sprint, admettons 4 semaines, tout, c'est-à-dire définir les URS proprement, définir les spécifications fonctionnelles, coder évidemment le projet, savoir comment on va le tester et le tester. Ça, c'est un petit cycle. Et à la fin de ce sprint, on aura une livraison avec un numéro de version et on repartira sur le cycle d'après pour améliorer, pour ajouter de nouveaux composants, améliorer des spécifications, des fonctionnalités, etc. Voilà. Mais le but, c'est que la phase de développement, ça ne soit pas une grande phase qu'on laisse toute seule pendant très longtemps et où on ne va pas toucher, on ne va pas regarder ce que les gens font. Le but, c'est que tout de suite, la qualité, les experts métiers, etc., puissent venir voir, contrôler, vérifier, demander des précisions, etc., aux développeurs. Donc, c'est une phase qui doit être aussi bornée par les aspects qualité. Donc, voilà, ça, flexibilité, gain de temps, implication de l'équipe projet, donc c'est-à-dire que toute l'équipe est impliquée tout le temps. Il n'y a pas des équipes qui arrivent à un moment et qui travaillent sur le projet pendant 3 mois et après pendant 2 mois ne travaillent plus parce qu'ils ont quelque chose de, parce qu'ils doivent attendre la, la matière, j'ai envie de dire, d'autres équipes. Non, il faut qu'il y ait une forme de continuité dans l'implication de l'équipe projet en agile. La phase de test, pareil, donc ça, c'est tout de suite. Pendant le développement, je décide comment je vais tester, comment je vais tester et que j'exécute ces tests pour produire quelque chose qui soit en continu de bonne qualité. Ouais, tu peux passer à la suite, s'il te plaît. La livraison, donc là, bon, c'est relativement simple. Le but, c'est évidemment livrer rapidement, le plus rapidement possible, mais en respectant vraiment les critères de qualité toujours, GXP en particulier, et assurer une continuité dans les livraisons. Donc ça, c'est pareil, c'est s'assurer qu'on va pouvoir tous les X, 2, 3 mois, 1 mois, ça dépend. Vous avez des outils SaaS, vous avez des outils Internet, je pense par exemple à GitHub qui livrent toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fait même. Donc voilà. Donc s'assurer une continuité pour apporter des nouvelles fonctionnalités le plus rapidement possible et être à l'écoute de ces utilisateurs finaux aussi. Merci. L'amélioration continue. Gaël, Bah, bonjour à tous. Gaël, est-ce que je peux faire une petite remarque? oui, je vous en prie. C'est vrai qu'on parle beaucoup des développeurs là, hein, mais tout ce qu'on parle là, ça peut s'appliquer également aussi à des intégrateurs, hein, parce qu'on a de plus en plus de clients qui utilisent ces méthodes-là pour interagir avec leurs intégrateurs. Voilà. Donc merci, Philippe Baron nous a rejoint parce que du coup j'ai dit que vous n'étiez pas là. Et donc voilà. Donc oui, je disais, pardon. Donc la phase d'amélioration continue, donc l'idée d'avoir des releases qui vont arriver de façon régulière et continue. Et, donc l'idée du coup, collecter de l'information pour améliorer ce qu'on a produit avant, corriger des bugs, et puis compléter des fonctionnalités pour donner naissance à chaque nouvelle release à un produit de qualité supérieure en fait, à la fois en termes de fonctionnalités et de qualité pure des fonctionnalités qui avaient déjà été développées auparavant. Et ça, en général, l'avantage, c'est que votre client ou en tout cas votre utilisateur final, il est content parce qu'il peut vous donner son retour d'expérience que vous
corriger au fur et à mesure que vous alignez avec lui. Et donc, voilà, c'est plus efficace. Donc, au niveau des rôles, donc là, bah, ça change pas vraiment beaucoup, hein, en général. Bon, dans le cycle en V, on a toujours un project owner, des développeurs, des métiers et qualités. Bah, on va avoir à peu près la même chose en agile. On rajoute en tant que de project manager en général, quelqu'un qui a ce qu'on appelle un Scrum Master qui va s'assurer que la méthodologie est appliquée, qui va faciliter la communication, qui va animer en général les phases de définition de spécification. Voilà, c'est en fait ce que fait en général le Scrum Master. Après, les équipes, en vrai, elles ne changent pas. Le seul vrai changement, c'est qu'en Agile, en général, ce qu'on fait, c'est que quand on définit un ticket, donc quelque chose à faire, on associe qu'une seule personne et après, on le laisse vivre son cycle de vie. La personne peut changer, mais on n'a pas, en général, on n'a pas à un moment un ticket qui doit être où il y a 5 personnes qui doivent faire quelque chose. Dans un état de son cycle de vie, c'est une personne qui fait quelque chose. Ça simplifie aussi les interactions entre les équipes. Et ensuite, au cours de son évolution, son statut va changer. Il y aura d'autres acteurs qui vont intervenir. Voilà. Oui. Et puis voilà, donc maintenant que j'espère clairement de définir un petit peu l'idée générale, l'approche qu'on a suivie, ben, je vais laisser la parole à Stéphanie qui, elle, va vous montrer comment ça a été intégré dans l'outil Jira, hein, que je pense que la plupart des gens ici connaissent. Et ça va vous permettre de voir comment ce long discours d'une demi-heure que je viens de vous faire a été implémenté dans la réalité. Et ça viendra illustrer mes propos. Je te laisse la parole, Stéphanie. Oui, merci et bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter la validation intégrée avec l'outil Jira. Hop. Donc, je vais vous montrer différents outils en lien avec Jira et on va voir comment tous ces outils peuvent s'interfacer. Donc déjà, je vais vous présenter Jira avec la création de URS FS qu'on appellera dans Jira Story et Subtask, avec Confluence qui est un outil de gestion documentaire. Donc Jira, c'est à la base un outil de gestion de tickets. Il permet la gestion de projets en mode agile. Donc il nous permet de suivre l'avancement des projets, de répartir les tâches. Il nous permet de créer des rapports automatiques. Donc c'est ce qu'on va voir. On peut aussi paramétrer différents workflows sur différents tickets. Les workflows sont propres à chaque type de ticket, qu'on soit dans une story, qu'on soit dans une stop task, etc. Donc, on va gérer des tickets. Et Jira, avec un outil qui s'appelle X-Ray, va nous permettre de créer des tests manuels ou automatisés. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, la première étape, c'est la création de story, que plus communément, on appelle URS. Donc, dans Jira, il faut savoir ce que c'est standard. Ça s'appelle des stories. Ensuite, nous, chez ADN, on vous propose un paramétrage qu'on a choisi en créant des subtasks aux stories, l'équivalent des FS, en fait. Donc, on a choisi de faire ce lien pour lier les stories aux subtasks comme on lirait les URS aux FS. Donc ça, c'est quelque chose qui est proposé par ADN. Il y a d'autres paramétrages possibles dans Jira, mais nous, on a choisi celui-là. On a la possibilité d'appliquer des workflows avec approbation. Donc, on peut définir n'importe quel workflow avec une ou plusieurs approbations, tout dépend de ce qu'on veut.
Et on a mis en place une analyse de risque sur la subtask, donc sur la FS. Donc, on va faire l'analyse de risque fonctionnalité par fonctionnalité. Donc, je vais vous montrer une petite démo de Jira où l'on va créer une story, créer une subtask, faire l'analyse de risque sur la subtask, approuver tout ça, donc approuver la subtask et la story, et créer les documents dans Confluence. Donc voilà à quoi ressemble Jira. Donc je me connecte à Jira. Et ensuite, je vais aller créer ma story, donc l'équivalent de mon URS. Donc je vérifie que je suis bien dans mon bon projet, que je suis bien sur l'issue type story. Et là, je crée ma story. Donc je lui mets un titre. Le système doit gérer les connexions individuelles de chaque utilisateur. Je lui définis un composant. Donc, c'est ce qui va être l'équivalent de mes sprints. Je vais définir que je gère la partie sécurité là pour l'instant. Je lui définis une version. Donc, ma version, ça va être la 1.0. J'assigne cette story à quelqu'un, donc en l'occurrence à moi, pour que je puisse traiter la tâche derrière. Et je clique sur Create pour qu'il me crée ma story. Donc voilà, je vois que la OA31 a été créée. Donc Jira me permet de les numéroter directement. Donc c'est des identifiants uniques. Donc je vais dans mon board story et je passe ma story en mode in progress. Je fais avancer mon workflow en fait parce que je viens de créer ma story. Maintenant, je réouvre ma story pour lui associer les fameuses subtasks, donc les fameuses FS. Donc, je vais créer une subtask. Donc, je vérifie bien que mon type, c'est bien une subtask. J'indique un titre où j'indique directement ma spec fonctionnelle. Donc, le système impose un identifiant unique. Je redéfinis mon composant, c'est toujours sécurité. Je définis ma version. Donc, il y a énormément de champs qu'on peut remplir et tout est paramétrable. Donc là, nous, on a choisi de compléter uniquement ces champs, mais il y en a plusieurs. Ici, on peut compléter l'analyse de risque, donc directement sur la subtask, sur la FS. Donc nous, on a choisi de mettre 3 critères, la gravité, le business impact et la fréquence. Donc je fais mon analyse de risque et j'indique que je vais créer plusieurs subtasks liés à cette même story. Donc là, je crée rapidement de la même manière d'autres subtasks, d'autres FS, en indiquant toujours l'analyse de risque sur chaque FS. Donc voilà, j'ai créé 3 subtasks à ma story. Donc je vais dans mon board création de FS, création de subtask. Je retrouve bien mes 3 subtasks que je viens de créer ici. Et je vais les faire avancer aussi dans leur workflow pour qu'elles passent au statut in progress, parce que je viens de les créer. Une fois qu'elles sont créées et vérifiées, je vais les passer au statut terminé. Donc ici, moi, je me suis mis tout le temps avec le même utilisateur, mais je peux varier. Je peux impliquer la qualité, je peux impliquer différentes personnes. Je retourne dans mon board de story. Je vais indiquer que ma story, donc vu qu'elle comporte 3 subtasks, c'était ce que je voulais. Je valide, donc je la passe en statut terminé et je la passe en approbation pour pouvoir approuver ma story. Donc ici, c'est moi qui ai approuvé, mais ça pourrait être la qualité. On pourrait mettre une double approbation. Le système Jira est assez flexible de ce point de vue-là.
Donc voilà, j'ai approuvé ma story. Je retourne dans mon board subtask, mon board qui gère mes FS, et je vais faire la même chose. Je vais aller approuver mes subtasks. En approuvant ma subtask, vu que ma subtask inclut l'analyse de risque, j'approuve également l'analyse de risque. Donc voilà, ma story est approuvée et mes subtasks sont également approuvés. Donc dans Jira, on peut gérer des dashboards qui nous permettent d'avoir un visuel. Donc ici, j'ai ma liste de mes URS avec leur statut et j'ai ma liste des FS avec leur statut également. Donc je peux contrôler mon avancement aussi comme ça. C'est assez visuel. Maintenant, je vais me connecter à Confluence. Donc c'est l'outil de gestion documentaire qui est lié à Jira et qui va me permettre de créer mes documents assez directement, comme on va le voir. Donc ici, je sélectionne mon espace. Donc mon espace, c'est le webinaire du 16 avril. Et je vais aller créer mon document. Donc je vais l'appeler URS. Et là, je vais lui dire d'aller chercher les URS, enfin les stories, qui sont dans Jira. Donc il y a différentes macros qui existent, qui sont très simples d'utilisation. Donc je vais aller chercher Jira. Je vais lui renseigner un filtre qui est un filtre SQL en lui renseignant quel est mon projet et quel type d'issue je veux. Donc c'est les issues story. Je vais publier mon document. Et directement, je vois toute la liste de mes URS qui font partie de mon projet. Donc c'est très rapide et je vois bien celle que je viens d'approuver en bas là. Donc là, je viens de passer, donc j'ai tout approuvé. J'ai approuvé mes URS, mes stories, elles sont toutes approuvées. Elles sont toutes dans la bonne colonne dans mon board. Et je peux voir que Confluence m'a mis à jour automatiquement. Donc toutes mes stories sont bien au statut approuvé. Ici, je suis sur le document de création de mes FS. Donc, je vais faire exactement la même chose. Je vais aller chercher mes FS, sauf que là, je vais lui dire que j'ai un parent. Donc, en fait, mon parent, c'est mon URS. Donc, le but, c'est de rattacher les FS à mon URS. Donc, ici, je retrouve mon URS que j'ai écrit en dur. Donc, c'était le système doit gérer les connexions individuelles de chaque utilisateur. Et j'ai bien mes trois URS correspondantes, mes trois subtasks, mes trois FS correspondantes que j'ai créées tout à l'heure. Donc ça me permet de faire le document en quelques minutes et d'avoir un document toujours à jour, en fonction de ce que je mets à jour dans Jira. Donc là, je vais lancer un workflow d'approbation parce que Confluence me permet aussi d'approuver mes documents. Donc, je renseigne les approbateurs. Donc, je me suis mis toute seule, mais je peux en mettre autant que j'en veux. Donc là, on me demande de revoir le document. Donc, je renseigne ma revue. Stéphanie, est-ce que je peux me permettre de faire une petite remarque? Oui. Donc là, c'est très intéressant ce qu'il nous montre parce que, en fait, quand on parle de story, on a dit que c'était une URS. En fait, non, c'est pas vraiment une URS. C'est ce qu'on appelle un requirement, c'est-à-dire une exigence. Donc, en fait, quand vous êtes dans tout ce qui est de WA 1, 4, 5, 7, 8, c'est des stories, ce qu'on appelle des requirements ou des exigences. Donc, ce que l'on peut dire, si on est un peu plus précis, c'est que quand on est dans comment dire, dans Jira, on gère vraiment des requirements d'une manière individuelle. Et ça, c'est une vraie difficulté à le gérer aujourd'hui pour la plupart des gens parce qu'en fait, ils gèrent qu'un document. Alors que lorsqu'on est dans Confluence, on récupère tous ces requirements et on les met en forme dans une URS, c'est-à-dire un User Requirement Specification. Donc,
les stories dans Jira, on gère vraiment d'une manière unitaire, requirement par requirement. Mais à un certain moment, il faut qu'on ait une URS, d'accord? Donc un User Requirement Specification, et à ce moment-là, on passe dans Confluence. Hein, donc voilà, c'est une petite subtilité sémantique, mais je pense qu'elle a son importance, hein, parce que le but de la validation, c'est quand même c'est d'abord les requirements au départ, et qu'on soit en méthode agile ou qu'on soit en méthode cycle en V, si les requirements sont mal écrits, ils sont mal écrits. La seule chose, c'est qu'en mode agile, on a une boucle de contrôle qui est beaucoup plus rapide sur le requirement, puisque comme on a des cycles plus courts, on voit tout de suite si la story elle a été mal interprétée, on détecte plus facilement s'il y a un défaut dans la manière de rédiger le requirement. C'est ça le gros avantage aussi lorsqu'on est en agile par rapport au cycle en V. Voilà, je te laisse la parole. Merci. Donc, je vais signer mon document dans Confluence. Donc, c'est de la signature électronique. Et j'approuve mon document qui passe directement au statut publié. Donc, mon document est approuvé. Le dernier document que je vais vous montrer, c'est l'analyse de risque. Donc, l'analyse de risque, j'ai fait un copier-coller du document FS parce que c'est exactement la même chose que je veux, sauf que je ne veux pas qu'il me renseigne ma FS, je veux qu'en plus, il me donne mes champs de mon analyse de risque. Donc, je veux avoir la gravité, le business impact, la fréquence et le résultat pour savoir, pour connaître mon niveau de test associé, parce que Jira me le calcule automatiquement. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais publier mon document. Et là, je retrouve bien donc, le même principe que mon document FS avec mon URS, mes FS associés et l'analyse de risque avec les champs appropriés. Et en résultat, j'ai mon niveau de test. Donc ça, c'est un calcul qu'on avait défini avant. Le champ analyse de risque avec les calculs, c'est totalement paramétrable. Donc voilà pour la première présentation. Donc maintenant, on va voir la création des tests dans le module X-Ray. Donc c'est un petit module qui est interfacé avec Jira et qui va nous permettre de gérer nos tests. Donc, le module X-Ray nous permet de créer des issues de type test, exécution de test, plan de test. Il nous permet de rédiger des cas de test, de lier les tests aux exigences pour assurer la traçabilité. Donc, il va me faire le lien entre mes stories, mes subtasks et mes tests. Et X-Ray me permet également de créer automatiquement le protocole de test. Donc, on gagne un temps considérable sur la rédaction des protocoles parce qu'elle est faite automatiquement. Donc, je vais vous montrer la petite démonstration de comment créer un test manuel, comment le lier à une FS existante, comment créer le protocole de test et comment on l'insère dans Confluence. Donc, je me connecte à Jira. Et je vais aller créer mon test. Donc, je vérifie que je suis bien dans le bon projet. Et en issue, je vais aller sélectionner l'issue test. Si on n'a pas le module X-Ray, l'issue test n'apparaît pas. C'est un petit module supplémentaire à Jira. Donc là, je nomme mon test, je lui donne un titre. Je vais ajouter une petite description pour avoir des informations sur qu'est-ce que je vais tester.
Donc là, j'ai pris un exemple assez simpliste, mais c'est uniquement pour vous montrer le fonctionnement de Jira. Après, mon exemple est très discutable. Donc, je lui renseigne ma version, le composant sécurité. Je lui renseigne aussi l'environnement sur lequel je vais tester, donc entre autres l'environnement de validation. Et là, je vais aller définir mon test. Donc, il y a différentes possibilités. Donc, je peux définir des tests, par exemple, génériques. Moi, je choisis de définir un test manuel. Et là, je vais aller écrire mes étapes comme je le ferais sur du Word ou sur un autre outil. Donc, les champs sont assez simples. L'étape, les données que je vais utiliser et mon résultat attendu. Donc, je rédige mon test. Donc, je lui mets différentes étapes pour tester ma sécurité. Donc, il faut savoir que Jira, c'est assez simple, c'est assez intuitif comme outil. À prendre en main, c'est assez simple. Donc voilà, j'ai défini mon test. Je peux lui lier un test set. Je peux aussi lui mettre des préconditions. Je peux lui lier un test plan. Et ici, je vais lui lier les FS qui sont couvertes par le test que je viens d'écrire. Donc là, entre autres, je vais lui lier les 3 FS que j'ai créés tout à l'heure, les 3 subtasks que j'ai créés tout à l'heure. Je clique sur Create. Et voilà, mon test est créé. Il s'appelle WA36. Je vais aller sur le dashboard que j'ai créé qui s'appelle couverture FS test. Et là, je vois que mes FS sont bien liés au test WA36. Et à côté, que j'ai créé un seul test, c'est celui-là. Donc, je l'ouvre, ce test. Je vois mes étapes. Et il me manque quand même le test plan. Donc, une fois que j'ai rédigé tous mes tests que je veux intégrer dans mon sprint, dans mon test plan, je vais aller créer un test plan. Donc, j'ai sélectionné l'issue type test plan. Je lui affecte ma version. Mon composant. Et je lui renseigne l'environnement sur lequel je vais effectuer mes tests. Et voilà, mon test plan est créé. Il s'appelle WA37, mais pour l'instant, il est vide. Je vais aller rattacher mon test. Donc là, j'étais sur mon test. Je vais lui associer le test plan que je viens de créer. Donc, je le sélectionne. Et voilà, là, j'ai fait mon lien directement. Donc, dans mon test plan, si je l'ouvre, j'ai bien mon test qui apparaît. Donc, le voilà. Il fait bien partie de mon test plan. Donc, une fois que j'ai fait ça, X-Ray me permet d'aller exporter mon test plan. Pour m'éviter de le rédiger, en fait, pour qu'il me le rédige directement, je vais aller l'exporter.
et en fait, il me le crée automatiquement. Donc ici, pour le coup, moi, j'avais qu'un test, un seul test dans mon test plan, mais le voilà, et il me reprend bien toutes mes étapes de mon test à exécuter. Et maintenant, je vais aller l'insérer dans Confluence. Donc, j'ai ouvert Confluence, je crée une nouvelle page pour créer mon protocole de test. Donc ici, Confluence me permet directement d'insérer le document que j'ai produit depuis Jira. Donc, je vais chercher mon document, je l'ajoute, je le publie et mon document est bien présent. Je peux l'ouvrir pour le consulter et c'est bien le même. Donc là, j'ai la possibilité depuis Confluence de l'approuver, ce document. J'ai également la possibilité de l'approuver dans Jira et ne pas le mettre dans Confluence. Si on veut tout gérer dans Jira, il n'y a aucun souci. Jira nous permet d'approuver que ce soit les stories, les subtasks, le test plan, la totalité. Donc, ce que je ne vous ai pas montré dans la vidéo, c'est qu'avant exécution, les tests créés ont besoin quand même d'une approbation. Donc, je me suis mis ici sur mon board de création des tests, donc rédaction des tests avant exécution. Donc, les deux premières parties sont la phase de rédaction du test, où la personne qui rédige le test travaille. Ensuite, il va l'envoyer dans mon workflow que j'ai choisi. Donc, moi, je l'ai appelé Under Review et Reviewed pour que ce soit quelqu'un de la qualité qui le revoit et qui le signe avec une approbation qualité. Une fois que la qualité l'a revu et approuvé, j'ai mis une deuxième approbation pour que la personne qui l'a rédigé ou quelqu'un d'autre du projet puisse la signer à son tour. Donc, on a bien, sur les tests avant exécution, une double approbation. Donc maintenant, je vais vous montrer que Jira nous permet d'avoir une traçabilité entre le code et Jira. Donc en fait, là, je vais passer plutôt dans une partie développement avec les développeurs qui utilisent des systèmes appelés Git, donc GitLab, GitHub, qui permettent aux développeurs de rédiger leur code. Donc en fait, lorsqu'ils rédigent leur code, ils ont la possibilité d'ajouter un tag pour faire le lien directement entre les stories, donc les stories qu'on a vues, les équivalents des requêtements, et leur code. Donc, ceci facilite la revue de code et lorsqu'ils ont un changement à gérer, ils savent directement quelle partie du code est impactée. Donc, ça permet de remonter assez haut et d'avoir une vue vraiment globale sur le projet. Oui, excuse-moi, Stéphanie, je t'interromps une seconde. Ouais. Donc l'idée ici de présenter ce petit diapo, c'est juste de rappeler que l'idée en fait, pour avoir un maximum à la fois de compréhension de notre projet, de suivi de notre projet et de pouvoir aussi générer la meilleure documentation possible, le but en fait, c'est que l'ensemble des outils qui sont utilisés par les intervenants, hein, donc là en l'occurrence les développeurs, on va chercher à essayer de faire remonter les informations de ces outils-là dans nos tickets Jira. En fait, parce que comme ça permet à tout le monde de suivre à peu près au même endroit dans Jira ce qui est en train de se passer. Donc là, l'idée, c'est de venir remonter des informations de type changement dans un code source, donc avec un gestionnaire de version qui s'appelle Git. Donc l'idée étant, le développeur fait un changement, déclare son changement et vient rajouter dans sa déclaration de changement un tag qui va correspondre à un ticket donc dans Jira. Alors ce ticket il peut être de type FS, il peut être de type URS, il peut être de type test, ça pas de problème. Et en fait, il y a des petits outils qui sont capables de dire ah ben hop, j'ai vu qu'il y avait un changement sur cette version de code fait par un tel et où il a mentionné tel ticket et donc je remonte l'information, cette information là
de changement dans le ticket. Donc ça, c'est très important. Ici, on ne va pas aller trop loin. C'est juste ici, en fait, pour mentionner le fait que rapatrier des informations comme ça d'outils extérieurs dans Jira notamment, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe dans l'ensemble du projet global et d'assurer une meilleure qualité. Donc, on peut faire ça en fait avec d'autres outils, hein, même des outils de test automatisés, etc., etc. On va essayer de rapatrier ces informations de la façon la plus automatisée possible. Voilà, je te relaisse la parole, Stéphanie, merci. Merci. Hop. Donc maintenant, on va voir, je vais vous montrer comment on exécute, une fois qu'on a créé les tests, comment on les exécute dans X-Ray. Donc en lien avec GitLab, qui est notre outil de gestion de code, et nos outils de déploiement continu, donc pour pouvoir tester sur un environnement qui est opérationnel. Donc, au niveau de l'exécution des tests, le module X-Ray nous permet d'exécuter les tests et de gérer les évidences, ce qu'on va voir. Il nous permet de créer des runs avec des identifiants uniques pour chaque run, bien rattachés aux tests non exécutés. Il nous permet de gérer les anomalies liées aux exécutions, de créer automatiquement le rapport d'exécution de test, ce qui nous fait gagner un temps considérable. Également la matrice de traçabilité qui n'est pas évidente à rédiger et là qui est extraite de manière automatique. Et X-Ray nous permet de piloter l'exécution générale d'un plan de test. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc je vais vous montrer comment on exécute le test manuellement dans Jira, comment on l'approuve, ce test exécuté, et comment on sort les rapports. Donc je suis sur mon test qui est au statut approuvé, mais il n'a pas encore été exécuté. Donc je vais aller dans la rubrique exécution pour pouvoir exécuter mon test. Donc ici, il y a différents champs que je peux compléter. La version, le sprint si j'en ai un, l'environnement et différentes valeurs. Donc moi, pour mon exemple là, je ne les ai pas complétés. Je passe en exécution. Donc voilà comment se comporte le module d'exécution. Donc on voit bien mes 3 FS qui sont liés à mon test là-haut. Et je vais aller exécuter mes étapes. Donc je dois me connecter avec l'utilisateur. J'écris mon résultat obtenu ici. Je vais aller lui joindre une capture écran. Donc je peux mettre des évidences à chaque étape. Donc voilà mon évidence que je peux aller consulter directement. Et là, je lui indique mon statut. Donc si je suis pass, si je suis fail en rouge ou si je suis en cours, c'est le jaune. Donc je vais aller de la même manière compléter toutes mes étapes. Donc là, pour mon exemple, je vous ai mis une évidence au départ, mais j'en ai pas mis sur les suivantes. J'ai aussi la possibilité de déclarer des defects. Donc ça ne fait pas partie de mon exemple, mais à savoir que c'est possible. Donc c'est un nouveau ticket Jira qui s'appelle bug, qui est créé automatiquement. Donc il m'ouvre directement la fenêtre du ticket. Donc je vois que mon résultat est pass, toutes mes étapes ont été réalisées, elles sont conformes. Je vais aller signer. Donc en tant que testeur, je vais aller signer mon exécution. J'ai défini mon workflow comme ça. Donc mon exécution, elle est signée. Donc il m'a bien recréé un nouveau numéro, c'est le numéro 39, c'est l'exécution de mon test non exécuté qui était le 36. Donc j'ai signé, mon test a été signé par le testeur, je vais le passer en approbation.
Donc là, normalement, on met quelqu'un de la qualité qui approuve l'exécution derrière le testeur. Après, on peut mettre n'importe qui, on peut mettre n'importe quel profil. C'est à chaque entreprise de le décider. Donc mon test est approuvé, mon exécution est approuvée. Je suis bien au statut approved. Et mon résultat, il est passe. Donc ici, on voit mes exécutions. Donc il y en a encore beaucoup en to do sur la droite. Et tous mes tests non exécutés qui sont sur la gauche, ils sont bien par contre tous approuvés. Donc je peux tous les exécuter. C'est ce que j'ai fait. Donc voilà, mes tests maintenant, ils sont tous exécutés. Et notamment, j'en ai un qui est fail. Donc j'ai créé un defect associé à une step parce qu'une step est passée en non conforme. Donc maintenant, je vais aller voir comment X-Ray me permet de générer mes rapports automatiques. Donc je me mets sur la couverture pour observer la couverture de mes tests. Donc je vois que la plupart sont en vert, sauf que un test est passé non conforme. Donc une partie de mes requirements est non couvert. Donc si je clique dessus, je vois directement quelle est la story qui n'est pas couverte. Donc je peux l'ouvrir. Donc ça, c'est ma story qui n'est pas couverte parce que le test a été fail. Et je vois aussi toutes les FS qui sont concernées. Donc ça, c'était la partie couverture. Maintenant, la partie matrice de traçabilité. Donc X-Ray me permet d'extraire ma matrice de traçabilité directement. Donc on voit la story, la subtask, le test associé et les résultats du test. Et quand j'ai une anomalie, ma matrice me permet même de voir le defect qui a été associé. Donc si je veux, je peux faire un export CSV de cette matrice pour avoir un tableau que je peux insérer dans mon outil de gestion documentaire. Mais cette page est assez visuelle, tout dépend de votre besoin. Un autre rapport que me permet de faire X-Ray, c'est le rapport d'exécution. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc du coup, je vois bien que j'ai un fail, par exemple ici, que le reste et tout passe. Et idem, je peux faire un export CSV où je peux modéliser mon tableau à ma guise et de ce fait le mettre dans un outil de gestion documentaire et l'approuver dedans. Sachant que là, toutes mes exécutions sont approuvées, je peux gérer mes approbations directement dans Jira aussi. Donc voilà, là ici, je vous propose un exemple d'expert CSV de la matrice pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc ici, c'est ma story. Ici, c'est mes FS, enfin mes subtasks qui sont rattachés à ma story avec le résultat de mes tests. Et j'ai mes tests non exécutés et mes tests exécutés. Donc maintenant, je vais laisser la main à Guillaume qui va vous présenter la même approche, donc une approche similaire, mais avec un outil autre que Jira qui s'appelle Azure DevOps. Donc bonjour à tous. Donc comme l'a dit Stéphanie, moi je vais vous présenter la même approche mais avec un autre outil. Donc j'ai un peu moins rentré dans le détail, mais c'est juste un petit peu pour vous donner une idée de ce qui est possible de faire. Donc Stéphanie, si tu peux lancer la vidéo, s'il te plaît. Voilà, donc déjà dans un premier temps, ici on va créer nos stories. Donc dans cet exemple-là, je suis parti sur une story qui dit que notre site web doit permettre un accès restreint aux utilisateurs. Donc globalement, que notre utilisateur doit être connecté pour accéder au site. Cette story-là, je vais ajouter une task. Donc c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on a
avec Jira qu'on appelle des subtasks. Donc ici, voilà, la tâche, c'est mon site doit avoir une page de connexion. Et donc, dans cette story-là, je vais définir différents tests qui vont permettre de valider le fait que ma story est bien réalisée. Donc, le premier test, par exemple, c'est que l'utilisateur a bien accès à la page de connexion. Et mon deuxième test, ça peut être mon utilisateur est capable de se connecter. Donc, une fois qu'on est dans le test, voilà, on a la possibilité, comme on l'a vu avec Jira, de pouvoir ajouter des étapes de test. Donc là, on définit, voilà, première étape, je dois accéder au site. Deuxième étape, je dois pouvoir ouvrir la page de connexion. Maintenant, on passe ce test en ready, donc pour dire qu'il est prêt à être exécuté. De la même manière, voilà, avec le second test, on peut faire la même chose. Voilà, maintenant on va pouvoir vérifier notre task, pouvoir la mettre au statut active. Donc, une fois qu'on aura défini différents paramètres, donc là je suis resté sur vraiment une configuration par défaut de la task, mais on peut customiser à volonté ces objets-là pour ajouter des champs et autres. Et donc maintenant, si je veux essayer d'exécuter mes tests, donc là j'ai passé ma story en active et je vais essayer de lancer une exécution de test. Voilà, donc ici par exemple le premier on dit que ça s'est bien passé, par contre le deuxième à la deuxième étape on a eu un souci. Donc là pour cet exemple-là j'ai seulement écrit un commentaire, mais il y a la possibilité de créer des objets bugs, de prendre des captures d'écran, des captures vidéo et autres. Voilà, donc là si on recherche, voilà, on voit que le test, on a vu la petite icône qui est passée en rouge. Et donc quand on recherche, on voit bien que le premier test, il y a une petite croix. Donc on passe au niveau de notre tâche. Imaginons que maintenant on a créé la page de connexion. On peut terminer notre tâche. Donc là, je l'ai montré en détail comment en rentrant à l'intérieur, on pouvait la passer en terminé. On peut directement cliquer sur la petite checkbox qu'on avait vue précédemment et ça donnerait le même résultat. Et donc maintenant, on peut réexécuter le test. Cette fois-ci, toutes les étapes fonctionnent. On peut passer au test suivant. De la même manière, voilà, on va simuler que tout est bon. Et voilà, et donc là, on voit que tous nos tests sont passés au vert. On peut maintenant mettre notre story en terminé. Et si on veut avoir du détail sur l'exécution de nos tests, on a moyen de pouvoir un petit peu entrer dans chacun des tests, voir toutes les exécutions qui ont été faites, et ainsi pouvoir voir par exemple dans celle qui a été fail, si on veut voir les résultats, on va voir à quelle étape ça a été fail, quel était le commentaire, quelles sont éventuellement les images associées. Voilà, donc il y a aussi d'autres aspects qui ne sont pas montrés là dans la vidéo, mais il y a de la même manière des rapports où on peut vérifier tous nos tests qui sont en passe, tous nos tests qui sont en exécution et autres, pour un petit peu avoir une vue d'ensemble sur le niveau d'avancement de tous nos tests.
Merci Guillaume. C'est bon pour toi? Tu avais d'autres choses à rajouter, non? Non, c'est bon pour moi. Ok. Donc on va arriver, et cette fois-ci dans les temps, vers la fin du webinaire. Il y a le dernier point qui est un petit peu la gestion de projet qu'on va évoquer rapidement. Je tenais juste à corriger, suite à la remarque d'un des participants à ce webinaire. Peut-être que je me suis mal exprimé probablement, ou je me suis fait mal comprendre. Ce qu'on cherchait à dire sur la documentation, hein, la production de la documentation qualité, en agile, on produira probablement pas moins de documents. En revanche, la quantité sera similaire. Par contre, on la produira au fil de l'eau, au fil des différentes étapes. Et donc, du coup, on aura moins cette étape un petit peu finale où il faut reprendre toutes les URS, toutes les FS, toutes les analyses de risque, toutes les matrices de traçabilité, etc. À la toute fin du projet où il faut recollecter toutes ces informations qui vont être disparates. L'idée ici étant de dire que si on suit une méthode, disons une méthode agile avec des cycles de développement ou des cycles relativement courts au sein desquels on a implémenté correctement nos procédés, nos processus, nos phases de vérification, de validation, de test et de signature, alors on a toutes les informations pour générer cette documentation de façon automatique. Certes, ça a été un travail de collecter ces informations au fil de l'eau, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la production du document final, elle devrait être en grande partie automatisée ou semi-automatisée. Voilà, donc, je tenais à clarifier ce point pour être sûr que mon intervention ne trahissait pas mes pensées. Voilà, tu peux avancer, s'il te plaît, sur le diapo suivant. Ouais, donc, on va voir la gestion de projet. Donc, comme je vous l'ai montré, Jira permet la création de dashboards grâce à différents filtres. Donc, en fait, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur notamment l'exécution des tests, le rattachement FS test, le suivi des defects. Ça nous permet de voir directement énormément de choses selon comment on configure le dashboard. Donc, on configure grâce à des filtres. C'est assez simple à mettre en place. Jira nous permet de voir aussi la couverture, comme je vous l'ai montré. Donc, c'est assez simple. En cliquant sur la petite partie rouge, on voit directement quelles sont les stories ou subtasks qui ne sont pas couvertes par un test parce que ce test n'est pas passé en conforme. Jira permet également de répartir les tâches. Donc là, pour le coup, pour ma démonstration, je me suis mis sur toutes les étapes, mais j'aurais pu déterminer d'autres personnes. Notamment, c'est intéressant de le faire pour les approbations qualité, par exemple, mettre la qualité. Comme ça, elle sait qu'elle a une tâche et elle se connecte. Le but de ces répartitions par tâche, c'est que chaque matin, la personne se connecte directement à son board et elle sait directement ce qu'elle a à faire. Donc, ça évite des réunions pour savoir qui fait quoi. C'est assez direct et c'est très pratique. Et donc, Jira nous permet de gérer des sprints pour suivre l'avancement d'une phase projet. Donc, par exemple, ici, rédaction des cas de test. Donc, on a 3 colonnes, to do, in progress et done. Donc, ça, c'est des colonnes définies. On peut les paramétrer à notre guise. Mais ces colonnes en mode Kanban nous permettent de suivre facilement l'avancement d'un projet. Donc, par ici, on voit facilement où en est l'avancement de la rédaction des tests. On peut également filtrer sur une personne pour connaître son avancement précis.
Gaël ou Philippe, vous prenez la main sur la suite? Oui, je propose que ce soit Philippe qui le fasse. Allez. Philippe? Allez. Donc l'offre de service ADN. Effectivement, c'est déjà de gérer vos projets en méthode agile avec Jira Confluence. Hein. Alors, on est bien conscient que dans vos projets, il y a des projets de développement pur et des projets via des intégrateurs, que parfois les intégrateurs, ils arrivent avec également aussi leur Jira, ou alors vous les faites travailler dans votre Jira Confluence. Donc, on peut vous aider à faire ça. Hein. On a évidemment un paramétrage. On peut vous aider dans le paramétrage de Jira Confluence, sachant que nous, ce qu'on vous a montré là, c'est une proposition, mais elle peut être différente hein, en fonction des secteurs d'activité, si on est dans le DM ou dans la pharma, ou même de la procédure de validation. On peut avoir une approche de la gestion du risque qui peut être un petit peu différente. Nos équipes, elles sont capables de gérer donc un projet de validation en s'appuyant sur la suite qui vous a été montrée. Bon, l'objet de ce webinaire, on n'a pas tellement appuyé sur l'aspect DevOps, mais évidemment, on est capable de vous aider à mettre en place toute la chaîne jusqu'à la partie DevOps. Hein, on le fait pour un certain nombre de clients qui sont sur des développements d'applications digitales un peu innovantes. Voilà. On peut faire de la formation sur les outils agiles de manière assez générique, hein, parce que pour passer à l'agile, c'est de la conduite du changement, et la conduite du changement, ça passe par la formation. Dans la rubrique audit et conseil, ben, c'est un petit peu l'expertise qu'on peut partager avec vous pour creuser tel ou tel sujet. Bon, là, j'ai dû m'extraire parce que j'avais un coup de fil, mais est-ce qu'on vous a montré la partie Azure DevOps? Tu as montré la vidéo avec Azure DevOps? Oui, ça a été fait, Philippe. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on a des clients qui nous disent, bah oui, mais sur Salesforce, on a un module qui s'appelle Agile Accelerator, je crois. Donc, ben, c'est pareil, on peut vous aider à vous projeter dans l'agilité avec les outils, je dirais, Salesforce. Outils Salesforce. On peut même faire aussi un peu d'agilité avec du Teams. Enfin, bon, on peut le faire un peu partout. Donc, c'est notre expérience qu'on on serait ravis évidemment de partager avec vous dans le cadre d'offres de services. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Gaël? Pardon, excuse-moi. Non, merci d'être toujours avec nous, avec cette série de webinaires. Les prochains webinaires, effectivement, on ira un peu plus dans la partie DevOps, un peu plus dans la gestion des versions, la gestion des releases, qui est un sujet complexe. Donc, voilà, en tout cas, ce qu'on voit là sur les 3 webinaires qu'on a proposés autour de l'agilité, des sujets comme ça, c'est que vous êtes nombreux à participer, donc on voit que c'est un sujet qui vous intéresse, qui nous intéresse aussi, donc on est ravis. Et puis voilà, merci encore de participer, de poser autant de questions. Nous, ça nous fait avancer, puis on espère que vous-même, vous apprenez avec nous. Et Je vais répondre, on va essayer de répondre à quelques questions, parce que j'ai quelques questions là. Hein. Donc, j'ai une question sur, vous n'avez pas parlé de la rédaction du plan de validation. On en avait parlé dans un webinaire précédent, mais typiquement, oui, le plan de validation, sa place est plutôt de le mettre dans Confluence. Hein. Et le plan, il doit refléter cette stratégie. Quoi. Hein. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que j'ai comme autre question? Sachant que le plan de validation, il n'est pas rédigé de manière automatique, il est vraiment manuel.
Mais oui, cette stratégie, elle doit être décrite dans le plan de validation. Oui, alors il y a une question sur est-ce que la traçabilité pour les tests qui passent pas, est-ce qu'il y a la traçabilité pour les specs qui sont non couvertes? Oui, tout à fait. C'est deux statuts différents. Un statut c'est pas passé et un statut il n'y a pas de couverture, tout à fait. Une autre Est-ce que question Jira permet de rédiger un rapport de validation? sur le plan de validation, est-ce que Jira permet de rédiger le rapport de validation en automatique? Non, Jira permet pas de rédiger le plan de validation en automatique. Par contre, ce qu'on peut faire, donc le plan de validation, c'est plutôt un document, il serait plutôt dans Confluence. Par contre, on peut faire des modèles. Voilà. Donc, on pourrait avoir des modèles dans Confluence. Et la synthèse des runs, oui, ça, par contre, des runs, ça, oui, on peut les récupérer. Oui, tout à fait. Ça, c'est X-Ray qui s'occupe de ça. Oui, en fait, la remarque en fait de la personne qui pose cette question, c'est que en fait, finalement, mon rapport de validation, c'est une synthèse de toutes mes contributions un petit peu partout dans Jira. Et donc, en théorie, on pourrait arriver effectivement à l'automatiser ou probablement le semi-automatiser. Nous, on n'est pas encore allé jusque-là, mais ça doit être envisageable. Faut aller sûrement aller filtrer de façon assez précise ce qu'on veut récupérer, mais c'est théoriquement possible. Oui. Est-ce envisageable de s'affranchir de l'établissement d'un doc URS et d'une FSD si on dispose d'une base de story? Ça, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'on peut s'affranchir de faire la documentation? Je sais pas, ça dépend du type de personne Si, qui vient la réponse, auditer. alors je vais la repréciser, puis peut-être je vais donner la parole à la personne qui a posé la question. Est-ce que vous pouvez reformuler votre. Je Oui, vous ai ouvert, bonjour. Fanny. Oui, bonjour, Denis Giraudet de la société Gerbet. D'accord, ok. Voilà, donc je travaille pas mal en mode agile depuis assez longtemps et avec des outils de développement et avec des systèmes qui sont assez robustes, effectivement, en mode agile, on est capable de prendre en charge beaucoup de micro-changements. Alors, je vais moins me mettre dans une mise en prod initiale, mais plus dans la gestion du changement. Vraiment quelque chose qui a déjà été mis en prod et puis on fait des micro-évolutions, éventuellement avec Absolument. des rajouts de modules ou des modifications sur des modules ou des nouveaux modules qui ont des impacts potentiellement sur des nouveaux modules. On peut avoir la mise à jour des URS, des SFD et la traçabilité de ces changements est maintenant probablement bien plus longue que l'implémentation en elle-même. Donc là, moi, enfin, je suis complètement d'accord pour tracer, c'est important de le faire, mais est-ce qu'on peut, grâce à ces outils et cette façon de découper les URS, de décrire ces URS, les SFD et les liens qu'il y a entre dans un outil comme Jira ou autre, peu importe, finir par plus ou moins s'affranchir de cette étape parce que ces outils sont capables de générer un compte-rendu historisé version par version, par exemple des URS, sans avoir à les écrire véritablement. En fait, l'idée, ce que j'ai en tête, moi, c'est ce que je Non, vise. j'ai compris. Donc, je vais vous faire ce que les consultants ne font jamais, c'est que je vais vous faire une réponse très simple. La réponse, c'est oui. Oui, c'est envisageable. Bien sûr, puisque la réglementation ne dit pas que vous devez avoir les documents, la réglementation dit que vous devez avoir des enregistrements pour prouver ce que vous Voilà. C'est bien, ouais, c'est ce que j'en pensais. Et du coup, ça m'amène à peut-être à une autre question qui est pendante, parce que à chaque fois, c'est le vrai problème qui se pose à chaque fois. Il y a une condition à ce que je dis quand même. Hein. Oui, oui, bien sûr. Mais justement, pour arriver à faire ça quand même correctement et facilement, moi, j'en arrive à la conclusion que quand on crée les URS, on est presque en train d'écrire des tests et il y a une vraie confusion là-dedans qui n'est pas forcément facile à définir. Mais en tout cas, pour moi, une bonne URS, c'est quelque chose qui se teste. Pas d'un point de vue technique, parce qu'on ne sait pas encore comment la solution va prendre en œuvre le test, l'URS, mais quelque part, on sait le test que va faire l'utilisateur pour s'assurer que son besoin est bien couvert. Et ça m'amène à des méthodologies de développement de type TDD. Oui. Et je trouve que ces systèmes-là sont très basés là-dessus. Tout ce que l'on voit dans un Jira là comme ça ou dans DevOps, c'est clairement pour faire du TDD quoi, vraiment. Mais ça change vraiment le paradigme tel que l'on
tel que l'on a l'habitude, où vraiment on définit des URS, des specs fonctionnels, et ensuite on fait le lien entre les deux. Non, mais c'est clair. Je veux dire, comme l'a précisé bon, un des participants, la condition pour faire ça, hein, pour passer la notion d'enregistrement, ou passer la notion documentaire à la notion d'enregistrement, c'est qu'effectivement, que le système soit validé. Bon, Ouais, ouais. ça, je pense que la majorité des gens l'avaient perçu. Hein. Mais c'est clairement pour aller dans ce type d'approche. Voilà. D'accord. Ouais, C'est c'est clairement la pour aller tendance, c'est vraiment l'objectif. Ben, bien sûr. Sauf que nous, si vous voulez, vis-à-vis de nos clients, on essaye de proposer une transition. D'accord? Et la transition, c'est de dire, bah, OK, vous avez d'un côté les requirements dans Jira et vous avez les requirements specification dans Confluence. Voilà. Mais c'est une transition. C'est sûr qu'à terme, si vous voulez, la réalité, c'est de faire effectivement des micro-changements. Ouais. Comme ça a été dit là, mais oui, mais en quoi ça diminue la documentation? Si on va jusqu'au bout de la démarche, effectivement, on est sur une approche enregistrement et on n'est pas, le Confluence, entre guillemets, il est là pour faire une synthèse à certaines étapes du projet. C'est pour ça qu'on développera dans un prochain webinaire la notion de version et de release. Oui, c'est ça, c'est important ça. Ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement qu'il faut tout consolider quand on arrive au stade de la release. Voilà, et ça m'amène, si je peux me permettre, ça m'amène à une deuxième question, parce que par rapport à la charge en termes de qualification, validation, parce que quand on fait plein de micro-changements comme ça, on le fait sur des changements qui sont éventuellement GXP ou pas GXP, ou des changements non GXP sur un besoin qui avait peut-être été identifié comme GXP. Et tout ça, à un moment donné, il faut bien se poser la question. Il faut bien à un moment se dire, OK, voilà, dans ce run-là, enfin dans cette livraison-là, on va prendre en compte tous ces changements-là. Et là, il faut bien se poser la question avec la qualif de se dire, voilà, comment on couvre et qu'est-ce qu'on va faire, enfin, faire une analyse de risque et couvrir, se dire qu'est-ce qu'on va faire comme test, comment on va les faire, et éventuellement des tests de non-régression sur des fonctions non touchées, mais qui sont connexes. Oui, enfin, on rentre dans un autre sujet parce que en fait, qui a dit que lorsque c'était pas GXP qu'il fallait pas faire de test? Ah non, mais je dis pas. Mais à partir, on est d'accord. Mais on les qualifie aussi parce que c'est en termes de traçabilité, ça va être tracé peut-être un peu différemment quand même. Oui. Mais bon, on va développer ce sujet-là là, dans un prochain webinaire qui aura lieu. On ne sait pas, la date n'est pas encore fixée, mais probablement. Parce que mon retour là par rapport à la présentation que vous avez faite là, elle est sur ce point-là. C'est qu'en fait, on voit très bien comment on peut tracer les besoins, comment on peut tracer tout ça, c'est assez clair. Par contre, j'ai du mal à voir comment on a cette vision globale pour faire cette étape d'analyse de risque une fois qu'on a un peu identifié tous les changes et se dire voilà, comment je m'assure d'avoir bien identifié mes tests, d'avoir bien fait mon analyse pour être sûr que je peux passer ça assez facilement. Je suis d'accord, mais vous voyez, là, il est 11h30 et on a déjà passé beaucoup de choses. Donc, après, bon, c'est vrai que on va, alors c'est peut-être je vais, comment dire, profiter de ceux qui sont là. Je vais essayer de vous créer un petit sondage. Mais alors, à la volée, est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si je vais y arriver là. Non, je vais pas. Enfin, bon, peu importe. Mais la question c'est, est-ce que, parce qu'en fait on flirte entre guillemets un peu avec comment dire Oui, alors je peux le faire en chat effectivement. La question c'est que je vais faire un sondage, c'est alors comment je vais formuler ça? Seriez-vous partant pour des formations en ligne, vu le contexte, hein, sur le sujet? Voilà, si vous voulez me répondre, grosso modo. Ah, excusez-moi, j'ai fait une petite boulette là, mais. D'accord, donc là pour l'instant j'ai 2 réponses.
D'accord. Parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, ces sujets-là, en termes de conduite du changement, ça passe par la formation. Donc, je pense que voilà, on va essayer de construire une offre un peu structurée pour faire des formations en ligne. Je vais reposer une autre question sur vous me dites si, en termes de durée, si ça serait plutôt une journée ou 2 journées. Parce qu'en une journée, on voit déjà pas mal de choses, mais donc le sujet, ça serait la validation agile, quoi. Hein. Oui, tout dépend du programme, bien entendu. Oui. Donc, plutôt sur une journée. Hein. Ok, très bien. Ok. Bon, bah écoutez, on va essayer de réfléchir à ça. On va essayer de construire un programme. Parce que je pense qu'en une journée, on peut déjà voir pas mal de choses. Et j'ai eu des demandes également. Alors oui, des systèmes également. Alors voilà, justement, il y a une transition qui m'est offerte. Et des formations sur le cloud et la conformité continue. Également à destination de l'informatique. Qu'est-ce que vous en pensez? L'idée, c'est de proposer, on s'est rendu compte qu'en fait, sur la conformité continue et sur le cloud et comment aborder la conformité du cloud, souvent le point bloquant, c'était un peu la formation, quoi. C'est que les gens sachent ce qu'il est possible de faire et sachent ce qu'il n'est pas possible de faire. Bon, un cloud, par définition, c'est un système ouvert. Hein. Ok. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent préciser un petit peu? Ok, très bien. Écoutez, on va essayer de revenir vers vous un petit peu dans ce sens-là. Et puis on vous remercie de votre participation. Et j'en profite également aussi pour remercier Stéphanie et Gaël qui ont œuvré à la préparation de ce webinaire. Voilà, ainsi que Guillaume, évidemment, Guillaume qui s'est occupé de la partie DevOps. Hein. Azure. Merci bien. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question? Non, c'est juste des merci. Écoutez, merci à vous. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, Merci. bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.